À Panem 360, nous recevons Lorraine Vaillancourt. Lorraine Vaillancourt qui a fondé le Nouvel Ensemble Moderne il y a 35 ans et qui, cette semaine, va donner un concert mémorable, c'est-à-dire le 35e anniversaire, le programme 35e anniversaire. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors donc, c'est quand même un événement très spécial. Je me souviens d'avoir assisté au 25e il y a 10 ans. C'était à la Maison Symphonique, si je me souviens bien. Et là, cette Oui. fois-ci, vous êtes à Claude Champagne, dans votre demeure, puisque la salle Claude Champagne a toujours été la salle principale du Nouvel Ensemble Moderne. Oui. Salle demeure. Alors, ça revêt quand même une signification très importante, ce concert-là, ce programme de vendredi. Ah, c'est sûr, pour moi, c'est sûr, d'abord, c'est exactement la même date. C'est le 3 mai, c'était le 3 mai 1989 et ce sera le 3 mai 2024. On ne peut pas être plus dessus Ça ne peut que pas être plus ça. synchro que ça. Non, c'est ça. Donc, c'est pour moi la fin d'une aventure qui est une partie de ma vie, quoi. C'est Pour, votre vie. C'est pas une ouais, partie. bon, C'est pas mal votre vie. c'est une grosse partie. Ouais, Ouais. mais la vie n'est pas finie, là. Vous avez encore de très bonnes années devant vous. Vous Non, allez, bien sûr. vous allez quand même diriger, vous allez créer, vous allez travailler dans le monde de la création, mais à un rythme différent. C'est ça? Oui, ça c'est certain. J'ai pas en fait mon projet pour le moment, c'est de ne pas en avoir de projet. Ouais, ça dure 6 mois. Ça. Puis après ça, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais refaire avec les musiciens, parce qu'il y avait des projets qui étaient déjà en route, que moi j'ai amorcé, donc je vais me rendre jusqu'au bout. Donc dans la prochaine saison, il y a deux occasions là où je retrouverai le NEM, mais autrement, la porte est ouverte, mais j'ai ni attente, ni, Vous n'avez pas d'agenda. non, je n'ai pas d'agenda, ce qui me convient parfaitement. Ben, on est certain que vous allez être très actif, mais à un rythme différent, c'est ce qui va se passer. Voilà, Si on ouais. essaie de voir, bon, c'est sûr que on ne peut pas dresser un bilan parfait, etc., mais si vous avez des choses spontanément qui vous viennent à l'esprit dans tout ce parcours, auriez-vous des exemples spontanés qui sont vraiment des tournants dans le nouvel ensemble moderne, dans votre Mmh. travail aussi en tant que chef, en tant que directrice artistique? Évidemment, quand on fait le tour, ça c'est difficile, hein, de s'arrêter à quelque part. Je dirais que peut-être, d'abord parce que quand j'ai mon objectif, hein, quand j'ai commencé, je voulais me démarquer un peu de la création, parce qu'on est toujours tellement dans la création. D'ailleurs, là, ce programme que je fais vendredi est à l'exact opposé de mon objectif, puisqu'il ne fait que de la création. Mais bon, quand j'ai commencé, je voulais sortir un peu de cette, constante, course vers, la nouvelle chose, et ce qui fait que le répertoire on ne connaît pas, les œuvres on ne les rejoue pas, et cetera. J'avais envie qu'on travaille le répertoire et qu'on se forge une mémoire. Mais je visais évidemment, mon premier public, c'était les musiciens. Mhm. Les musiciens, vous savez, ils ont une telle virtuosité, une telle, capacité d'absorption qu'ils passent au travers des choses, très rapidement, souvent. Mais quand on est constamment dans les nouvelles choses, ben, on ne retient pas grand-chose. Les choses vont trop vite. Donc moi, c'était mon premier objectif, c'était vraiment qu'on s'arrête un peu d'essayer de forger une mémoire, d'abord celle des musiciens, puis éventuellement celle du public, forcément, si les œuvres sont transmises avec, beaucoup d'engagement, comme c'est ce que j'espérais aussi. Heu, voilà, ça faisait beaucoup d'espoir. Alors, je voulais me démarquer de la création, et finalement, en commençant le premier forum, en fait, je pense que le premier forum est une chose, importante dans l'histoire du NEM. C'est en 91 déjà, donc 2 ans après la naissance du NEM, et qui était une ouverture sur l'international. C'était ouvert à tous les continents. On choisissait 7 compositeurs, de partout. On avait des antennes, en Australie, en Europe, en Asie, pour, comme ça, nourrir notre recherche. Et puis, on invitait 7 jeunes compositeurs qui étaient à Montréal pendant un mois
pour suivre les répétitions. Et puis, on clôturait avec 2 concerts où on présentait toutes les œuvres et les œuvres étaient en disqué. C'est énorme comme, comme entreprise. Pas personne qui fait ça. Prendre le risque d'endisquer 7 créations de jeunes, jeunes compositeurs. C'est ce qu'on m'a dit beaucoup quand on a commencé. Mais ça a été tout de suite extraordinaire. Le premier Curu, 1991, était d'un niveau absolument fabuleux. Et les échanges entre les compositeurs et le fait qu'ils soient longtemps sur place, parce que souvent, les concours ou comme ça, ça dure quelques jours. Les compositeurs vont se rendre compte, mais ils n'ont pas le temps de laisser tomber leur défense. Là. Je veux dire, ils protègent leur territoire. Mais en étant là un mois, en se fréquentant beaucoup, et puis ils étaient entourés de jeunes étudiants qui faisaient même des travaux sur leurs œuvres, alors que c'était des jeunes compositeurs. Il y avait vraiment un séminaire d'organiser à la faculté, et ils étaient 15, 25, c'est allé vraiment, il y avait beaucoup de jeunes autour. Tout ça était très stimulant, et ça a donné des résultats fabuleux aussi pour le rayonnement du NEM. Parce que moi, je n'avais pas du tout, c'était pas mon objectif. L'objectif, c'était de faire le faire. Mais tous ces compositeurs qui sont repartis ensuite en Allemagne, en Italie, en Australie, au Japon, n'avaient que des bonnes choses à dire de ce forum et ont été nos meilleurs ambassadeurs. Je peux dire ça. Donc, alors, forcément, la création a pris de la place parce que c'est un forum qui est revenu à tous les 2 ans, qu'on a arrêté il n'y a pas très longtemps et que j'ai voulu remettre sur pied, justement. Il y aura un Curu Forum dans la prochaine saison, d'abord canadien et éventuellement, j'imagine, là, ce n'est plus moi qui s'occuperai, je ne m'occuperai plus de la destinée du NEM, mais j'imagine qu'on en fera ensuite, par la suite, quelque chose d'international encore. Mais là, on a fait un Curu seulement canadien et ça s'annonce très intéressant. Donc, ça a fait que la création a pris une place quand même importante, la jeune création. Et puis le NEM faisait quand même une commande à tous les ans pour son grand concert de fin d'année. Alors, le forum, et en alternance avec le forum, tout de suite l'année d'après, j'ai mis sur pied ce que j'ai appelé une biennale, qui justement était à tous les 2 ans et qu'on a consacré à différents, soit des compositeurs. La première, c'était Mauricio Cagel. Il y a eu Franco Donatoni. Et ensuite, ça a été plus autour de la francophonie, autour du Moyen-Orient, autour de l'Espagne, autour d'un pays, des pays scandinaves, pays nordiques. Donc, ce qui ouvrait aussi tout un univers de compositeurs qu'on connaissait moins, avec des commandes souvent en bout de ligne. Et tout ça aussi a nourri énormément la vie du NEM. Donc, ça a été très, très enrichissant. Donc, toutes ces deux séries d'événements qui revenaient, qui sont revenus vraiment régulièrement pendant toute notre histoire, ça a été remarquable et remarqué. Et évidemment aussi, peut-être un autre événement capital dans cette histoire, c'est la transcription du vote sec d'Alban Berg. Et là, on est dans la contribution historique majeure, je dirais, ce qui a été reconnu par la Maison Universale qui publiait, qui éditait Vote sec. Ils se sont fait prier quand le projet s'est mis sur pied. Bon, évidemment, ils ne connaissaient pas ni d'Ève ni d'Adam. Donc, c'est qui ça? L'ensemble moderne. Et c'était John Rea qui avait fait la transcription pour 21 musiciens. Et c'était formidable. Et depuis, une fois que les représentations ont eu lieu, à Banff et à Montréal, en 1995 quand même, c'est par la suite que Universal, lorsqu'ils ont entendu et vu, on avait une vidéo, ils ont tout de suite reconnu que c'était une contribution historique et maintenant, c'est une version qui est éditée chez Universal avec les crédits rendus à Nouvel Ensemble Moderne, Réveil en cours, Jean Béard. Et puis, c'est une version qui est jouée à travers le monde, enfin, qui a vraiment sa propre carrière. Et c'est précieux parce que
monter des opéras avec grand orchestre et tout, c'est pas toujours à la portée des budgets, tout le monde. Là, ça donne la possibilité de faire ça et ça donne beaucoup de force, je dirais, à l'œuvre parce qu'au fond, c'est très intimiste, à part les interludes qui sont copieux, si on peut dire. Tout le reste, c'est des drames, des drames assez intimes, donc c'est tout à fait, ça a beaucoup d'impact, cette version. Donc ça aussi, ça a été remarquable. Et évidemment, toutes les tournées, les passages du même et les repassages, on a vraiment beaucoup tourné dans les premières décennies, que ce soit en Europe, on est allé un peu partout finalement, en Australie, au Japon, en Chine, Singapour, et puis beaucoup en Europe, aller-retour, enfin on y allait tous les ans. Et ça aussi, ben, ça a créé une effervescence dans notre milieu et puis bâti une réputation à l'international aussi. Je pense que le NEM a fait sa place. Oui. Après, évidemment, bon, les choses ont évolué et dévolué, je pense que moi je peux dire, dans le sens que il y a de plus en plus d'ensembles et puis les budgets aussi ont considérablement dégonflé, aussi du côté de l'Europe. Et c'est sûr que c'est plus facile de faire des concerts avec un ensemble. Les musiciens vont dormir chez eux le soir que d'inviter un ensemble qui arrive de l'autre côté qui vient de l'autre côté de l'océan. Donc, c'est devenu de plus en plus difficile de faire de la tournée. Je pense que ça va revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans ce sens-là avec la nouvelle direction artistique. Voilà, c'est grosso modo, je dirais que c'est ce qui nous a distingués au fil des ans. Puis on arrive maintenant à 35 ans. C'est évident qu'il y a des musiciens. Il reste encore 2 membres fondateurs dans l'ensemble, qui quittent d'ailleurs vendredi en même temps que moi. Donc, ça s'est renouvelé au fil des ans. Ce n'est pas un ensemble où il n'y a que des nouveaux, il y en a qui sont là depuis 25 ans. Non, bon, c'est mélangé. Il y a des plus récents, un plus récent arrivage, disons. Le groupe est très, très engagé. L'esprit est toujours aussi stimulant. En tout cas, moi, j'ai toujours le même plaisir à travailler avec eux. Ils sont toujours prêts à relever les défis, aussi compliqués soient-ils. Et il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement et beaucoup de plaisir de faire cette musique encore. Oui, on sent aussi que c'était un travail colossal de monter, enfin de conquérir le public lui-même. C'est un genre, on a une perception qui, selon les médias traditionnels, pendant longtemps était plutôt péjorative par rapport à la musique contemporaine, alors que dans les faits, on est en 2024, il y a beaucoup moins de financement public et de soutien de l'État à la musique contemporaine, mais elle est plus présente que jamais. C'est-à-dire qu'on la voit non seulement dans le Nouvel Ensemble moderne et à la Société de musique contemporaine du Québec, par exemple, au Québec, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres ensembles et pourtant, comme vous l'avez souligné, les budgets déclinent partout. Le financement public pour la création en composition sont en chute libre un peu partout en Occident. C'est déplorable, mais ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on voit que même dans des sociétés de concert ou des orchestres plus conventionnels, on va inclure maintenant des compositeurs de notre époque qui vont être audacieux. Alors qu'on ne voyait pas ça il y a à peine 15 ans, 20 ans. Aller entendre 2 œuvres de Schoenberg pré-révolutionnaires, entre guillemets, à l'OSM, il y a 20 ans, c'était impossible. Maintenant, on le voit. Non. Effectivement, c'est ça. Ça, c'est un fait que enfin, il y a les deux. Il y a je dirais, la fausse musique contemporaine. En fait, il y a beaucoup disons qu'on tire beaucoup sur une corde relativement traditionnelle ou des compositeurs qui ne font que réécrire l'histoire, en fait. Et bon, mais comme ils sont encore vivants, ben, ça donne l'impression qu'on fait de la musique contemporaine et ça contente tout le monde. Ça ne contente pas tout le monde, en fait. Oui, c'est un fait aussi d'aller entendre du Schoenberg à l'OSM, c'est extraordinaire. Donc, c'est entre les mains des directeurs artistiques.
Ça, c'est clair. Et il y en a qui ont cette ouverture, d'autres l'ont pas. Je pense Yannick Nézet-Séguin, ils font régulièrement des commandes, des créations et tout ça. Donc, ça se peut. Et c'est pas juste ici, bien sûr. En Europe, c'est pareil. Ils ont sorti des chiffres aussi en disant, ben maintenant, la musique d'aujourd'hui, quand même, ça a probablement doublé dans le pourcentage de présence dans les programmes. Et c'est comme ça qu'on change, que justement, qu'on inscrit les choses dans la mémoire. Et un public qui fait confiance à son directeur artistique ou à l'orchestre, aux gens quand ils viennent voir, et qui reçoivent les choses avec ouverture. Et puis, euh, quand on regarde parfois le public, je pense, on parle de musique, mais c'est la même chose avec les autres arts. Tu sais, pour fréquenter un peu beaucoup le FIFA, quand j'ai eu l'occasion de le faire, euh, c'est, c'est, euh, ça m'a toujours fasciné de voir que les salles étaient pleines, comme la danse. Les salles étaient pleines pour des choses à certains moments, parce que moi-même, j'ai de la misère à avaler, parce qu'elles sont complexes, compliquées, Ouais, très dépouillées, hyper modernes, enfin la modernité vraiment sur le fil. Euh, bon, il y a des gens qui peuvent détester ou aimer, mais ça a fait son chemin. Donc, exactement. de l'importance, de vivre de son temps et de se mettre ça quelque part dans le système de référence. Bon, mais on est quand même loin parce on est loin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture, très peu de couverture. Il est là, Alain Brunet, il est là, mais la présence dans les grands médias, Radio-Canada, à la radio, à la télévision, il n'y a plus, c'est pas là, c'est pas là. Euh, il faut traverser l'océan, il faut changer il faut changer de planète pour fréquenter un peu la création. Et ça, c'est, c'est une grosse responsabilité. Oui, Parce exactement. il y a justement, il y a 35 ans, ou même avant, parce que là, j'ai le NEM à 35 ans, mais avant ça, il y avait. Moi, je suis rentré d'Europe en 1970, ça fait longtemps. Puis avant ça, j'étais au Saguenay. Et quand j'étais adolescente, les premières choses qui m'ont intéressée, c'était en écoutant la radio. Puis là, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas tant de plateformes. On n'allait pas vers les choses qu'on aimait. On prenait ce qu'on nous donnait. C'est C'est un ça. peu différent. Ce qui fait qu'on découvrait des choses. C'est la même chose pour la télévision. C'est comme là, maintenant, tout le monde fait ses propres choix, puis ne fait que se conforter dans ces choses qu'il aime. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, alors que dans certains pays encore, ben, à certaines heures de grande écoute, il y a encore des émissions, que ce soit à la radio ou à la télévision, concentrées sur la création. Euh, on ne peut pas passer à côté, comme on dit. Et si on invite un peu les gens de façon sérieuse, ben on modifie l'approche. Combien de fois c'est arrivé dans notre public, justement, des gens qui viennent par hasard, soit parce qu'ils ont un enfant qui joue dans l'orchestre, soit parce que c'est un ami qu'ils ont, ils ont des invitations, tout ça, et qui découvrent littéralement l'univers qu'ils n'ont jamais soupçonné que ça existait. Et puis qui ont été captivés parce que c'est une invitation au voyage. Bon, si on aime le voyage, si on aime la littérature, si on aime entrer dans l'imaginaire, aller à un endroit qu'on ne connaît pas, découvrir, c'est bon pour tous les sens. Dans Exactement. tous les sens et pour tous les sens. Exactement. Évidemment, c'est encore là le déclin des médias traditionnels du point de vue de la couverture de la musique contemporaine est inversement proportionnel à la création réelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de Oui, musiciens, il y a plus de oui, compositeurs, oui, plus de chefs, il y a plus oui, d'organisations, il y a plus d'orchestres, il y a plus d'ensembles, et il y a moins de financement public et moins de diffusion dans les médias traditionnels. C'est un phénomène qu'on observe partout. Il y a encore, comme vous l'avez dit, des poches de résistance dans certains pays, mais grosso modo, la tendance est lourde. Ça pourrait s'inverser éventuellement lorsqu'on a des plateformes comme la nôtre ou d'autres vont finir par triompher, c'est-à-dire par s'imposer puis avoir un s'imposer. grand impact. Mais c'est une œuvre de longue haleine. D'ici là, ben,
on va prendre notre mal en patience et on va prendre aussi notre bonheur tout de suite, c'est-à-dire en allant au dernier programme que vous allez diriger. Enfin, ce ne sera pas le dernier programme pour le NEM, mais en tant que directrice artistique, oui. Mais après ça, c'est sûr qu'on va vous revoir travailler sur scène. Parlez-nous rapidement de ce programme, évidemment, qui inclut votre ami John Ria aussi. Oui, oui, en fait, donc 3 créations. Il devait y en avoir 4 d'ailleurs, mais bon, pour des questions de santé, on a dû reporter la 4e création. Oui, bon, je me suis fait un peu plaisir, hein. C'était mon dernier programme. Ouais. Puis j'ai réalisé aussi, en réfléchissant à tout ça, que ce qui risquait de une des choses qui allait me manquer le plus, c'était, toutes ces premières étapes, d'ouvrir des partitions, sentir le papier, l'encre et puis, Un cadeau. découvrir, être la première. Lire un cadeau. Ouais, alors, oui, donc j'ai décidé de faire des commandes pour ce dernier. Oui, John qui est un complice de longue date et qui n'a pas fait seulement le vote sec, qui a fait plusieurs heures pour nous et puis on a fait les événements du 9 Voilà. avant le NEM. John Philippe Leroux, qui est un super compositeur aussi et qui a fait des choses merveilleuses pour nous, donc qui a fait quelque chose, une nouvelle œuvre pour ce 35e anniversaire. Un compositeur d'une autre génération, Maxime McKinley, qui fait partie de notre milieu aussi, et que c'était une commande qui était déjà dans les cartons depuis 2-3 ans, qui n'avait pas été honorée, si on veut, pour toutes sortes de raisons, à travers la pandémie et tout. Beaucoup de choses ont été gelées. Donc, c'était aussi l'accouchement d'un projet. Et puis, un hommage à Kaïa Sariao, c'est important. Et, évidemment, à l'âge que j'ai, toutes les personnes qui m'ont inspiré, il n'en reste plus beaucoup, hein. Forcément, la génération précédente, elle est pas mal, elle a passé l'arbre à gauche. Et bon, comme ça, c'est lourd parce que c'est une génération qui a été tellement extraordinaire et riche. Euh, donc, on a, à notre premier concert, rendu hommage à Harrison Birtwistle, qui était décédé l'année d'avant, et Kaïa Sariao, qui est morte l'année dernière, et que nous avions joué à notre tout premier concert. Donc, c'est aussi j'avais envie de la rejouer avec une œuvre récente, puisque l'œuvre, c'est 2022, quoi. Je veux dire, c'est une de ces dernières choses qu'on ne pouvait pas entendre sur les plateformes. Et c'est extraordinaire. Elle est nulle part. Donc, c'était une sorte de création pour moi aussi, parce que la partition, l'univers sonore, je l'avais sur ma table, pas dans les oreilles. Il n'y a pas de version sur les plateformes. Ça a été créé aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, voilà, c'est une soirée et curieusement, c'est un hasard, mais les compositeurs ont, je dirais, qui ont toutes les œuvres ce soir, peut-être à part l'œuvre de Maxime McKinley, mais les 3 autres, c'est net. Il y a une sorte ils ont courtisé le silence et la lenteur. Et les œuvres se terminent vraiment comme ça, fade out. Alors, avec mon départ, disons que c'était un peu, c'est une coïncidence, mais j'ai l'impression voilà, de pouvoir dire à la fin du concert, à suivre, Ah, à il y en a suivre. qui disent que le hasard n'existe pas. Alors, donc, le Non, fade-in c'est ça. est omniprésent. Ouais, En c'est même tout à temps, il fait y ça. aura un autre fade-in par la suite avec Lorraine Vaillancourt, on est sûr de ça. Enfin, Merci. c'est sûr que nous, la communauté de Panem 360 vous félicite pour l'ensemble de votre œuvre, c'est clair. Merci. Vraiment, c'est une très, très grande contribution à l'évolution de la musique, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Et vous avez, le Nouvel Ensemble moderne est un véhicule par excellence de la mise en œuvre des œuvres des compositeurs, du travail créatif de plusieurs personnes qui viennent de partout dans le monde, non seulement au Québec ou au Canada, mais partout. Et félicitations, Lorraine. Merci. Et on souhaite que beaucoup, beaucoup de mélomanes se retrouvent à la salle Claude Champagne ce week-end. Et encore là, bonne continuation. Merci infiniment.
Merci beaucoup, ça sera festif. Yes. Merci. Bon, au revoir.